Donc, je serai votre maître de cérémonie. Je vous explique très, très rapidement comment ça va se passer. Nous allons donc commencer avec l'allocution de la ministre de la Justice et procureur général du Québec. Nous allons poursuivre avec Monsieur Herbert Marx, avec Madame Plourde. Notez que après le témoignage de Madame Plourde, Madame la ministre devra nous quitter parce qu'elle a d'autres obligations. Et nous continuerons ensuite avec Madame Bergeron, Monsieur Jean-Thierry Popiol et Madame Cartier. Et nous finirons enfin avec le dévoilement de notre nouvelle image. À la toute fin, il y aura une mêlée de presse où les journalistes pourront donc avoir des entrevues avec nos distingués invités, de même qu'avec les directions du réseau des CAVAC. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et procureure générale du Québec. Moi, je suis très honorée d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir souligner cet important anniversaire parce que 30 ans de l'adoption de la loi, en fait, on est à quelques mois du véritable trentenaire parce que, vous le soulignerez, Monsieur Marx, c'est en juin 88 qu'a été adoptée la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, puis par la suite que la Fondation des premiers centres d'aide aux victimes d'actes criminels a été mise en place, mais on entame l'année 2018 avec cet important anniversaire. C'est 30 ans à offrir des services qui sont empreints d'humanisme, des services qui sont empreints d'altruisme, de professionnalisme à l'égard des victimes, à l'égard de leurs proches, à l'égard des témoins d'actes criminels, et ça, c'est pas rien. C'est que vos interventions se situent au niveau d'accompagner ces gens-là à travers le système judiciaire, auprès des organismes communautaires dont plusieurs sont ici présents, pour les aider à combler leurs besoins, que ce soit d'évaluer leurs besoins dans le cadre d'une intervention post-traumatique ou psychosocio-judiciaire, que ce soit de donner de l'information sur les droits, les recours qui s'offrent à ces gens, que ce soit d'offrir une assistance technique pour remplir les formulaires, car on sait à quel point parfois les citoyens, les citoyennes qui cognent à notre porte, parce que nous aussi dans les bureaux de circonscription, parce qu'avant tout, avant d'être ministre de la Justice, je suis aussi députée, et à titre de députée, on a parfois des gens qui cognent à notre porte et qui sont un petit peu complètement dépassés par la lourdeur administrative parfois requise. Et puis, il faut le reconnaître, mais vous êtes là. Les intervenants, les CAVAC sont là pour accompagner aussi ces intervenants, pour orienter les gens vers les ressources qui sont spécialisées, les ressources médicales, les ressources d'aide juridique. Les intervenants des CAVAC contribuent grandement à amenuiser les conséquences de la victimisation, et ça partout sur le territoire du Québec. Au cours des années, les CAVAC se sont vraiment positionnés dans notre société comme des ressources incontournables, indispensables, grâce au perfectionnement de leurs techniques d'intervention et aussi grâce à la variété de services qui sont offerts et dont on aura l'occasion de discuter. Les CAVAC, en fait, constituent un pilier québécois en matière d'aide aux victimes parce qu'elles sont des ressources fiables sur lesquelles toute personne peut compter pour l'épauler si par malheur une personne est confrontée à un acte criminel. Vous savez, en 2016-2017, ce sont 63 000 victimes qui ont reçu de l'aide de la part des CAVAC. C'est énorme, mais ça démontre, hors de tout doute, le caractère indispensable des CAVAC au Québec. Vous savez, l'histoire de la naissance des CAVAC, c'en est une qui met en vedette l'implication des personnes qui avaient à cœur le sort de leurs concitoyens victimes d'actes criminels. Et en 1988, Maître Marx, qui alors occupait les fonctions de ministre de la Justice et qui est parmi nous aujourd'hui, proposait l'adoption de la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels. Je vais lui laisser le soin de nous parler davantage du contexte de la création de la loi dans quelques minutes, mais je tiens à le remercier pour avoir eu l'audace et avoir eu l'idée de déposer cet important projet de loi qui aujourd'hui encore vit très bien et vieillit surtout
Très bien. Vous savez, et la loi a donné suite aussi, comme vous le savez, à la création du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels qui reçoit encore aujourd'hui les suramende compensatoires qui sont dédiés au financement d'activités et aux bénéfices des victimes d'actes criminels, entre autres comme les services des CAVAC. 10 ans plus tard, en 1998, le réseau CAVAC était déjà composé de 11 centres. Ces centres étaient venus en aide à plus de 14 000 personnes au cours de la première décennie d'existence. En 2009, on annonçait l'ouverture du dernier centre à avoir été implanté dans la province pour compléter le réseau, soit le CAVAC CRI, qui est situé dans le nord du Québec. Et je tiens à saluer les membres, les représentants du CAVAC qui sont avec nous aujourd'hui parce que vous travaillez sur un territoire qui est si vaste, mais je sais à quel point l'intervention que vous faites sur le terrain, elle est utile et elle est nécessaire auprès des communautés nordiques. Alors, miigwech. Les CAVAC, maintenant, sont présents dans l'ensemble des 17 régions. Comme vous savez, ce sont 167 points de service qui incluent 57 points de service dans les palais de justice et 11 dans les communautés autochtones. Depuis la fondation des CAVAC, les intervenants qui œuvrent au sein de l'organisation, au sein du réseau, dispensent des services qui n'ont pas cessé d'évoluer. Au contraire, les services ne cessent de s'adapter, de s'améliorer en réciprocité avec les besoins des victimes et aussi avec les réalités contemporaines de la société québécoise. Pensons au programme de référence policière qui maintenant se déploie avec une collaboration avec plus de 30 corps policiers québécois et autochtones. C'est un programme, comme vous le savez, qui permet à un intervenant du CAVAC présent au sein d'un corps policier de consulter, d'évaluer cliniquement l'ensemble des dossiers des crimes contre la personne ou d'autres dossiers qui sont liés à un acte criminel pour déterminer si une victime peut bénéficier des services du CAVAC. Et suite à l'évaluation, évidemment, le réseau peut communiquer avec la victime puis proposer la série de services qui sont offerts pour aider et accompagner la victime. J'en parle aujourd'hui. Je sais que dans la salle, vous êtes familier avec ce service-là, mais on a des gens des médias ici. Et c'est important d'en parler parce que, je vous le dis, malheureusement, il y a encore des victimes qui ne sont pas au courant des services qui sont offerts, qui parfois vont hésiter à se rendre au poste de police, à porter plainte par crainte de ne pas avoir d'aide, par crainte de ne pas pouvoir être accompagné tout au cours du processus. Mais ce service-là répond à ce besoin qu'ont les victimes d'être accompagnées et d'être rassurées tout au long de leur cheminement. Donc, c'est un programme qui s'inscrit dans une volonté d'agir proactivement envers les victimes, puis de leur faire connaître les ressources qui sont à leur disposition, et ça dès le début du processus. Les CAVAC ont développé un tas d'expertises, des expertises de pointe auprès de clientèles particulières, comme les enfants témoins. Et là, je vous en parle parce que c'est une initiative de l'Outaouais. Et bonjour Kathleen. Alors, afin de soutenir les enfants qui ont été victimes d'un acte criminel, qui sont susceptibles de témoigner à la Cour, le CAVAC de l'Outaouais a lancé un programme qui prévoit différentes rencontres avec ces derniers. Et ces rencontres ont évidemment pour objectif de diminuer le stress qui est lié avec le passage à la Cour, favoriser un témoignage de qualité et permettre, dans le fond, à l'enfant d'expliquer clairement et comment il se souvient et ce dont il se souvient des événements. C'est une initiative qui est importante pour éviter des craintes, mais elle facilite aussi le travail des partenaires du système judiciaire. Alors, les CAVAC ont développé une expertise en intervention lors de situations de crise majeure, lorsqu'un nombre important de personnes peuvent avoir besoin d'aide. C'est une expertise qui a été bénéfique lors des tragiques événements du Collège Dawson en 2006, de Lac-Mégantic en 2013. Et depuis 2016, 37 intervenants ont été identifiés pour prévoir une cellule d'intervention de crise qui est appelée à agir en tout temps et ce, partout au Québec. Les réalités sociales sont changeantes,
les prochaines années seront chargées pour les CAVAC. On en est conscient. Je pense ici au mouvement de type « moi aussi », au mouvement « et maintenant », où de plus en plus de personnes sont prêtes à passer à l'étape où elles vont dénoncer des comportements criminels liés aux violences sexuelles et vont solliciter, entre autres, l'aide des CAVAC pour les accompagner au long du processus. Les CAVAC viennent en aide à environ à 12 000 victimes de violences sexuelles annuellement. C'est énorme. Et devant l'ampleur de ce phénomène, évidemment, le gouvernement du Québec s'est rapidement mobilisé. On a tenu, comme vous le savez, un important forum sur le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles le 14 décembre dernier, forum qui était piloté par ma collègue Hélène David. Et c'est à cette occasion que nous avons annoncé une somme de 25 millions de dollars qui a été annoncée pour déployer une quarantaine d'actions concrètes pour prévenir, pour contrer ces situations-là. Et ce forum-là, ces annonces-là, ça se déploie de quelle façon concrètement pour les CAVAC? Eh bien, j'ai annoncé à ce moment-là la création de 15 postes d'agents de liaison qui sont spécialisés et qui sont dédiés pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles, et ça, comme je vous le mentionnais, dans les CAVAC du Québec. Le mandat des agents, c'est maintenant de favoriser le développement d'une intervention régionale spécialisée qui est adaptée, qui est concertée en matière de violences sexuelles, et les agents auront à soutenir les victimes directement, mais vont aussi contribuer et aider à consolider des ponts avec les différents organismes régionaux qui viennent en aide aux personnes victimes d'agressions, de violences sexuelles. Les intervenants vont jouer aussi un rôle de personnes ressources dans les établissements d'enseignement supérieur du Québec, et je suis persuadée que ces nouveaux agents vont permettre d'améliorer les réponses à apporter aux besoins des victimes. Donc, comme vous le constatez, la part des CAVAC dans notre société, elle est largement salutaire. L'action des centres est surtout nécessaire à l'accompagnement et au rétablissement des victimes, de leurs proches et des témoins d'actes criminels. Avant de conclure, je veux simplement vous faire un suivi, parce que je sais que vous êtes des partenaires intéressés, mais vous faire un suivi concernant le plan d'action pour améliorer le régime d'indemnisation aux victimes d'actes criminels, l'IVAC, un plan d'action que j'ai annoncé le 1er juin dernier. C'est un plan d'action qui était assorti d'une somme de 54 millions et qui prévoyait la réalisation d'une quarantaine d'actions, dont, entre autres, l'adoption d'une déclaration des droits des victimes d'actes criminels à l'égard du régime public d'indemnisation, la révision de la portée de la notion de victime, la simplification des communications avec les victimes, la révision des formulaires, la refonte du site Web, et, entre autres, la mise en place de différentes mesures administratives qui visent à encadrer, puis surtout à réduire le délai de traitement des demandes. Alors, la réalisation est en cours, ça va bien, et le tout devrait être complété d'ici la fin de l'hiver 2018. Alors ça, c'est très bientôt. On l'espère tous, la fin de l'hiver 2018, mais bien au-delà, on espère, c'est bientôt, et c'est tant mieux, parce que tout ça, c'est pour le bénéfice de ceux et celles pour qui chacun d'entre vous contribuez quotidiennement, qui sont les victimes d'actes criminels. Alors, ce sont des améliorations qui, je l'espère, seront certainement bénéfiques pour rétablir le rétablissement de ceux et celles que vous accompagnez au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est le 30 ans des CAVAC, 30 ans qui sont autant de jalons qui s'inscrivent dans l'histoire du Québec, mais on pense aussi à l'avenir. Nous allons continuer d'agir avec célérité, avec proactivité pour les victimes d'actes criminels, en concertation avec les CAVAC, avec la direction de l'IVAC, avec les autres instances gouvernementales et avec les organismes du milieu qui leur viennent en aide. À nouveau, à vous tous ici présents, à l'ensemble des intervenants des CAVAC qui sont en poste actuellement, mais à ceux aussi qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui n'ont pu se joindre à nous, mais qui ont évolué professionnellement au cours des 30 dernières années. Je tiens à saluer votre travail soutenu envers les victimes d'actes criminels. Vous faites vraiment la différence dans la vie de milliers de personnes un peu partout sur le territoire, dans l'ensemble de nos régions, et votre aide,
C'est une nécessité dans notre société. Dans quelques jours, on va célébrer un triste anniversaire, l'attentat du Centre culturel islamique de Québec. Vous savez, il y a des efforts colossaux de plusieurs membres du CAVAC qui ont été déployés, des membres de CAVAC de toutes les régions du Québec, des gens qui se sont mobilisés pour offrir rapidement un soutien spécialisé en intervention post-traumatique à l'ensemble des personnes victimes de cet attentat, aux témoins, aux proches touchés. Je salue peut-être que certains d'entre vous êtes dans la salle. Je tiens à saluer ce travail extrêmement important, essentiel. Je veux vous remercier personnellement pour ce qui a été fait. C'est pas simple. Et vous savez, vous faites un travail incroyable, puis vous le faites dans l'ombre. Mais vous méritez une grande, grande place au soleil. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre implication. Vous faites la différence. Vous continuez de faire la différence dans la vie des personnes victimes. Et sur cette note, je souhaite un joyeux anniversaire au réseau. Longue vie au réseau CAVAC. Puis, je sais que plus tard, on vous parlera de nouveaux outils de communication. Je vous invite à partager. Je vous invite à participer à ce mouvement pour faire connaître et reconnaître un réseau important et essentiel pour la société québécoise. Merci. Bon anniversaire. Je vais commencer pour dire qu'en 1979, j'étais professeur en droit de l'Université de Montréal. J'ai enseigné le droit constitutionnel. J'étais très heureux, j'avais un bon job. Mais à un moment donné, M. Ryan est venu me voir et il a dit « Herb, je veux que tu te présentes dans Darcy McGee. » Être politicien, j'étais pas, comment dirais-je, en faveur, mais c'est difficile de refuser Claude Ryan. Donc, je suis devenu député en 80, au début de 80. Et qu'est-ce qu'un professeur fait comme il devient politicien? Il fait des recherches, il écrit des articles, il donne des interviews. Et moi, j'ai fait un article, un paper là, sur les femmes battues, et c'est repris par la presse. Ils ont publié tout l'article sur la page, la première page dans une des cahiers là. Et j'étais un peu surpris, mais c'est ça la vie là. On ne sait pas ce qui va arriver. Et j'ai commencé à promouvoir ce programme et vous voyez aujourd'hui, là, c'est devenu un succès. En fait, là, mon slogan était « Battre des femmes, un acte criminel au Canada ». Un acte criminel. C'est pas un game, là, c'est de l'acte criminel, très important. Et j'ai ouvert la première clinique à Québec, dans le YMCA, au YMCA. J'ai l'ouvert parce que je savais que je ne serais pas ministre 3 jours plus tard. Donc, j'ai voulu ouvrir un. Et je pense que c'était un succès. On déménage d'un bureau à l'autre et c'est un grand succès aujourd'hui. Je dois mentionner la professeure Micheline Barry de l'Université de Montréal, fondatrice de l'association Plaidoyer Victimes. Elle a préparé un document, une réflexion quant aux femmes victimes, et ça nous a permis d'avoir l'information de proposer un projet de loi. Je dois dire aussi, mon sous-ministre était Daniel Jacobi, un ami, professeur à l'Université de Montréal, qui est décédé malheureusement.
mais c'est lui qui a poussé la loi et finalement, c'était adopté. En guise de conclusion, je suis très heureux que ce soit les femmes qui s'occupent de leur dossier. Ça, c'est important. Y compris, vous avez une ministre qui s'occupe de votre dossier aussi. Merci. D'abord, un grand merci à tous d'être ici. Merci pour votre présence. À l'occasion de ce rassemblement, on m'a principalement demandé de vous parler de mon histoire. Puis, pour ce faire, on m'a demandé aujourd'hui de préparer un discours, donc j'en ai profité pour essayer de me renouveler dans la façon dont je vais vous transmettre mon message. Donc, c'est à travers une anecdote récente que je désire vous transmettre un peu de mon vécu aujourd'hui. Parce que les questions qui sont sérieuses peuvent faire sourire et qu'ainsi, en usant de nouvelles voix, elles sensibiliseront autrement et trouveront une nouvelle écoute. Puis, en parlant de faire sourire et de voix, je voulais juste m'excuser pour ma diction dans les minutes qui vont venir. J'ai un appareil suite à un accident de vélo et donc là, vous aurez compris la couleur de mon karma. Il y a quelques semaines à peine, mon cousin, beaucoup plus jeune, il m'a écrit à Bulle pour Point. Si j'avais été à Montréal lorsque tu t'es fait agresser, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour t'aider? Parce que presque exactement 7 ans maintenant de cela, un inconnu, une arme blanche à la main, m'agressait sexuellement sur la rue. J'ai pris une journée entière pour réfléchir à la demande de mon cousin. Il n'y avait aucune autre mise en contexte dans son approche, mais comme on ne tient pas une correspondance très régulière, j'ai senti que c'est une question qui était très importante pour lui. Alors, comment mon cousin, qui avait à peine 18 ans à l'époque, mais qui a un gabarit de joueur de football, mentionnons-le, comment il aurait pu m'aider à ce moment-là dans cette épreuve? Comment aurait-il pu me soutenir dans les semaines et les mois qui ont suivi ce que j'appelle aujourd'hui mon accident? C'est donc de manière très réfléchie, tout aussi directe, que je lui ai répondu. Je crois tout simplement en m'offrant de me raccompagner des fois en soirée, quand j'avais envie de sortir, changer d'air, voir du monde. Savoir que j'ai quelqu'un sur qui compter qui peut m'offrir protection m'aurait aidé à me réapproprier une vie normale dans les mois qui ont suivi. Ça m'aurait sûrement aidé à sortir de ma coquille beaucoup plus vite. Et là, de m'expliquer le fond de sa pensée. Il dit, parce que tu sais, Marie, dans tout le débat actuel sur l'aide aux victimes d'agressions sexuelles, en tant qu'homme proche d'une victime, on ne nous aiguille pas sur la manière d'aider. C'est une question que je m'étais aussi posée à l'époque, si j'avais pu faire quelque chose pour toi. En tout cas, sache que je t'aurais accompagnée partout, même s'il avait fallu que je traverse toute l'île de Montréal à pied et en métro. Dans l'échange qui s'est ensuivi, j'ai approfondi ma réponse en lui expliquant qu'en fait, il n'y a pas une bonne façon d'aider une victime d'agression sexuelle. Dans mon cas, par exemple, j'ai d'abord eu je tiens à souligner, j'ai eu un accompagnement exemplaire du corps de police de la Ville de Montréal. C'est-à-dire autant le soir même de l'événement où j'ai reçu un support compréhensible des policiers qui sont restés à mes côtés pendant plusieurs heures, que par la suite à travers une saine collaboration avec les enquêteurs. Puis, il y a eu l'aide du CAVAC, autant dans les moments d'anxiété qui ont suivi dans les premiers jours suivant l'événement, que pour m'épauler dans mes démarches plus administratives par la suite. Puis, j'ai eu un soutien financier de l'IVAC, de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui m'a permis de prendre le temps dont j'avais besoin pour vivre et comprendre ma douleur, comme j'avais été diagnostiquée avec un choc post-traumatique. Un support précieux de l'IVAC, je tiens à le mentionner, notamment par le biais d'une aide psychologique. Puis ici, je tiens à saluer l'annonce de Mme Vallée à ce niveau qui, je suis certaine, va faire une très grande différence pour les victimes. Et donc, avec le recul, j'ai réalisé que toute cette assistance provenant de divers professionnels, tout le réconfort que cela m'avait procuré en même temps que d'ouvrir mes perspectives sur la complexité humaine, tout ça m'a incité à une démarche proactive pour m'en sortir. Ce qui me permet enfin aujourd'hui de qualifier mon processus du 15 janvier 2011 jusqu'à aujourd'hui de positif. Cela m'a même amené dernièrement, dans les derniers mois, à réaliser que je me sentais plus comme une victime. Je suis tout simplement une personne grandie d'une expérience passée. Un constat qui me permet d'ailleurs d'en parler et de le partager. En d'autres mots, d'occuper maintenant ce rôle de représentation auprès du CAVAC.
Pour conclure mon anecdote, j'aimerais tout particulièrement souligner une réalité implicite dans tout ce que je viens de relater et dont nous ne parlons pas suffisamment. Subir une agression sexuelle plonge dans un état de mal-être qui se déploie au-delà de la seule atteinte à l'intégrité physique. Oui, ça nous donne tous un choc et ça nous rend toujours tous tristes d'apprendre qu'une personne a souffert d'une violence physique, car évidemment cela touche notre imaginaire de façon très directe. Mais le plus dommageable, ce sont ses répercussions psychologiques, lesquelles sont singulières pour chaque personne dépendamment de ses antécédents, de son sexe, de la nature de l'agression et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai conclu l'échange entre mon cousin et moi en appuyant que, selon moi, le mieux à faire en tant que proche d'une victime, toute situation confondue, c'est d'être à l'écoute des besoins de la personne, de lui offrir de l'amour, ne surtout pas se prendre pour un professionnel, mais plus modestement tenter de se renseigner sur les impacts possibles d'une agression sexuelle afin de développer un tant soit peu d'empathie par rapport à ce qu'elle vit. À la lumière de ces dernières recommandations et de ma propre expérience, pour terminer, j'encourage alors toutes les victimes, mais aussi les proches des victimes, à utiliser les ressources d'aide professionnelles telles que les CAVAC, car c'est en profitant du soutien qui nous est offert qu'on peut arriver à s'en sortir. Et donc, pour terminer, je tiens encore une fois à remercier tous les gens du CAVAC qui me font l'honneur d'être ici aujourd'hui pour parler un peu en leur nom, pour les représenter, puis qui me donnent la possibilité de mettre à profit mon épreuve personnelle au service des autres. Donc, je vous remercie beaucoup. Directrice du CAVAC Centre du Québec et représentante des directrices et directeurs du réseau des CAVAC. Madame Roche. Merci, Marie-Christine. Distingués invités, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui au nom du réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Je considère que c'est un privilège pour moi d'avoir entre les mains la confiance de mes collègues directrices et directeurs des CAVAC du Québec pour les représenter aujourd'hui à cet événement important marquant les 30 ans du réseau des CAVAC et aussi de la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels. Nous, les CAVAC, sommes des organismes à but non lucratif issus de la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels adoptée en 1988. Ce lien de naissance fait de nous des partenaires importants du ministère de la Justice, mandataires de plusieurs programmes et services par entente avec ce même ministère. Madame la ministre vous l'a mentionné précédemment, en 2016-2017, c'est 63 534 personnes qui ont cogné à la porte des CAVAC. Depuis 30 ans, les CAVAC offrent des services près des gens et facilement accessibles, gratuits et confidentiels. Tous les jours, nous offrons des services à toute personne victime d'un acte criminel, à ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Le réseau des CAVAC, c'est 17 CAVAC, implantés dans chacune des régions du Québec. Plus de 300 professionnels, déployés dans tous les palais de justice, dans les sièges sociaux des CAVAC, dans les communautés autochtones, au SPVM, dans plusieurs postes de la Sûreté du Québec, dans des corps de police municipaux partant de Longueuil en passant par Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, Laval. En tout, 40 corps de police allochtones et 7 corps de police autochtones. Par leur présence dans les postes de police, les intervenants des CAVAC couvrent environ 97% de la population du Québec. Et oui, près de 170 portes d'entrée pour les personnes victimes. Mais concrètement, c'est quoi un CAVAC? Ce sont des intervenants qui appellent rapidement les personnes victimes après un acte criminel pour savoir comment elles vont, leur donner de l'information sur leurs droits et recours, les accompagner en toute discrétion dans les couloirs des palais de justice quand elles doivent témoigner. Ce sont des intervenants qui, tous les jours, reçoivent des personnes victimes qui ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, qui veulent être aidées à retrouver leur équilibre. Œuvrer dans un CAVAC, c'est un privilège. Il faut en prendre conscience. Grâce à la confiance que placent les personnes victimes entre nos mains,
Nous sommes témoins de parcours inspirants qui donnent tout son sens au travail que nous faisons. Diriger un CAVAC, c'est avant tout mettre la personne victime au centre de toutes ses décisions. C'est prendre conscience, après toutes ces années, que ce sont les personnes victimes qui nous apprennent comment adapter nos pratiques, comment développer nos services pour répondre concrètement à leurs besoins. Je trouve important de nous le rappeler. En 2016-2017, plus de 63 000 personnes ont reçu nos services. N'oubliez pas, ce sont des personnes victimes. Entendez bien ce que je viens de dire. Personnes victimes. Parce que derrière la victimisation se trouve un être humain qui a une famille, des passions, des forces. Une personne qui n'a qu'un seul désir, retrouver du pouvoir sur sa vie. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent au quotidien, les personnes victimes? Elles nous disent qu'après le crime, elles étaient complètement désorientées. Elles nous disent à quel point l'appel de l'intervenante les a rassurées, qu'elles ont compris à ce moment-là qu'elles n'étaient plus seules. Quand on pense aux personnes aînées, vous le savez, plusieurs sont victimes de fraude ou d'abus. Bien, elles nous le disent, le fait d'avoir été informées sur le déroulement du processus judiciaire, d'avoir pu être accompagnées lors du témoignage, que ça a eu un impact majeur sur l'expérience qu'elles ont vécue au sein de notre système de justice. Comment ne pas penser aux hommes et femmes victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance, qui font entre autres l'actualité depuis plusieurs mois, qui vivent tellement d'anxiété face au processus judiciaire, oui, tellement de stress, de questions à l'idée de porter plainte, de dénoncer. Eh bien, ces personnes-là aussi nous le disent. Le jour où elles ont rencontré un intervenant qui a répondu à toutes leurs questions sur le processus, qu'elles ont réalisé qu'elles auraient du soutien tout au long des procédures, qu'elles ont aussi compris que c'était leur décision de dénoncer à la police ou non, et qu'elles auraient de l'aide quoi qu'elles décident. Eh bien, pour certaines, c'est à ce moment-là qu'elles ont choisi de dénoncer le crime pour retrouver leur pouvoir. Et pour les autres, qui ont fait le choix de ne pas dénoncer, elles ont aussi pu compter sur du soutien, sur des outils leur permettant de surmonter les conséquences des agressions. Et les proches de ces personnes victimes, eux, parce que c'est important d'en parler, un crime, ça fait plusieurs victimes, dont les proches. Ils nous disent quoi, les proches? Les proches nous disent qu'ils vivent plein d'émotions parce qu'une personne importante pour eux a été blessée, fraudée, menacée. Ils vivent de la colère, de l'impuissance. Ils ne savent pas quoi faire avec toutes ces réactions. Ils veulent aider, mais en même temps, ils sont bouleversés. Ils viennent chercher un endroit pour exprimer ce qu'ils ressentent. Ils viennent chercher des outils pour être de bons aidants. Et chez nous, ils retrouvent ça. Pensons à la sœur d'une femme victime de violences conjugales qui se sent tellement impuissante de voir sa propre sœur blessée physiquement et psychologiquement par le père de ses neveux. Pensons au père d'une adolescente victime d'agression sexuelle qui peut crier sa colère et son sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa fille sans jamais sentir qu'il est jugé. Puis finalement, les témoins d'actes criminels. Ces personnes qui ont vu des gestes, parfois violents, être commis devant eux. Ils nous disent quoi, les témoins? Ils disent qu'ils ont peur d'aller témoigner pour dire ce qu'ils ont vu. Ils ont peur des représailles d'un accusé. Ils sont pris avec des images du crime et ils ne savent pas comment s'en défaire. Pensons à un jeune qui fait des cauchemars et qui n'ose plus se promener seul en soirée depuis le hold-up vécu au dépanneur du coin. Pensons à cette mère, témoin de la tentative de meurtre de son fils dans l'entrée de la maison familiale, à qui on a expliqué qu'elle avait des symptômes d'état de stress post-traumatique et surtout que tout ça était normal avec ce qu'elle a vécu. Gardons en tête les témoins du drame de la mosquée, qui restent encore aujourd'hui, près d'1 an plus tard, avec des flashbacks d'un drame qui s'est déroulé sous leurs yeux. Ces personnes peuvent encore trouver au CAVAC de l'écoute et du soutien, même si le temps a passé, même si parfois autour d'eux, on leur dit qu'il faut que la vie continue, qu'il faut passer à autre chose, mais qu'eux, ils n'y arrivent pas, qu'ils ont encore de la misère à dormir la nuit.
Et savez-vous ce qu'elles nous disent aussi, toutes ces personnes? Elles nous disent qu'elles ont été surprises de voir à quel point elles recevaient du soutien. Du soutien du CAVAC, mais aussi des maisons d'hébergement, des CALAX, de CRIFAS, d'Acœur d'Hommes, de Marie-Vincent, du GEIST et d'une multitude d'autres ressources de la santé du communautaire. Elles disent que c'est rassurant de voir tous ces gens travailler ensemble, en équipe, autour d'elles, dans la même direction et dans le respect de leurs besoins. Elles parlent de l'attitude rassurante d'un policier lors d'un dépôt de plainte qui a fait toute la différence pour elles. Elles parlent de la patience et de la sensibilité d'une procureure aux poursuites criminelles et pénales, de l'empathie d'un membre de l'AFPAD lors du décès de leur enfant. C'est tout ça, le réseau d'aide aux victimes d'actes criminels au Québec. Et c'est comme ça qu'il faut continuer à travailler tous ensemble. Mesdames et messieurs les journalistes, regardez dans la salle. Vous avez ici plusieurs représentants du grand réseau de soutien aux personnes victimes d'actes criminels du Québec. À vous tous, chers représentants des corps policiers, du milieu judiciaire et tous les importants partenaires ici présents, nous souhaitons. Permettez-moi de m'adresser à Marie-Claude, à toutes les personnes victimes, à leurs proches et aux témoins de crime. Sachez que nous sommes tous là pour vous écouter, vous informer et vous soutenir, et que vous êtes notre plus grande source d'inspiration. Merci. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'adresser à vous au nom de mes consoeurs et confrères de l'ensemble du réseau des CAVAC. Je souhaite donc, par ce court discours, leur rendre honneur et témoigner de leur immense dévouement envers cette cause qui nous réunit tous aujourd'hui, les personnes victimes d'actes criminels. Lors de rencontres sociales, quand un criminologue, un sexologue, un travailleur social explique qu'il travaille dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels, les réactions sont habituellement celles-ci. Ça doit tellement être difficile de faire ton travail. Je ne serais jamais capable de faire ça. Tu dois tellement entendre d'histoires d'horreur. Effectivement, dans le cadre de notre travail, nous entendons des histoires d'injustice, d'agression et de vie brisée. Être victime d'actes criminels, c'est être trahi par un de nos semblables et parfois même perdre foi en l'humanité. Mais alors, pourquoi fait-on ce métier? Pourquoi chaque jour des personnes comme vous se lèvent, rentrent au bureau et acceptent de s'exposer au récit des personnes victimes? Pour les voir pleurer? Pour comprendre à quel point l'être humain est parfois immonde? Vous vous en doutez, la réponse est non. Non, nous ne faisons pas ce travail pour être témoins du malheur des autres. Nous faisons ce travail parce que chaque jour, nous assistons également à des histoires de résilience. Chaque jour, nous sommes témoins et artisans de la force des personnes victimes. Chaque jour, nous créons des liens avec des personnes pour qui l'être humain était devenu une menace. Chaque jour, nous sommes témoins de la magie que peuvent créer l'écoute, l'empathie, l'authenticité et surtout l'espoir. Quotidiennement, nous libérons la parole. Quotidiennement, nous libérons la parole, nous construisons des ponts avec des personnes humiliées, isolées, brisées, en colère. Nous tissons des filets pour soutenir des personnes isolées par l'acte criminel qu'elles ont subi. Ainsi, loin de subir le martyre des tourments de l'âme humaine, nous sommes les témoins privilégiés de petits et de grands miracles. Encore aujourd'hui, il n'est évident pour personne de venir parler de son expérience de victimisation. Malgré tout, les personnes victimes font preuve d'un incroyable courage et d'une lumineuse envie de vivre. Votre présence me dit que je dois continuer à parler de vous. D'ailleurs, je suis convaincu que chacune des intervenantes et intervenants du réseau des CAVAC a au moins un nom imprimé à jamais dans sa mémoire, tellement sont nombreuses ces personnes qui nous ont marqués positivement. Pour moi, ces personnes sont les hommes abusés sexuellement dans l'enfance que j'ai rencontrés alors que je travaillais au Palais de justice de Montréal. Pétris de honte, humiliés dans leur enfance, ils ont pu trouver au CAVAC l'accueil et l'écoute nécessaires afin de briser le silence et se libérer d'un lourd secret. Sans qu'ils le sachent, ces hommes m'ont inspiré dans mon travail et ils m'ont même convaincu d'en faire un mémoire de maîtrise. Je tiens donc à adresser un merci tout spécial à ces hommes qui ont accepté de se livrer avec autant de franchise et de sensibilité. Par contre, impossible de créer cette magie sans la solidarité de mes collègues.
On le sait, le réseau de soutien d'une personne victime est un des facteurs les plus importants pour qu'elle puisse se relever. Les proches sont pour la personne victime un filet de sécurité prêt à donner un coup de main au quotidien, présent pour briser sa solitude devenue trop lourde, une main tendue pour l'accompagner à la cour. Eh bien, pour toutes les intervenantes et intervenants du réseau des CAVAC, ce réseau de soutien, ce sont nos collègues. Nos collègues qui, chaque jour, nous conseillent dans des situations difficiles, nous aident à dénouer des impasses cliniques. Ils nous comprennent lorsqu'on se sent impuissant ou frustré. Ce sont nos collègues qui nous font rire, nous félicitent, nous encouragent et nous inspirent. Nous disent qu'il serait peut-être temps de prendre une pause. Sans elles et sans eux, il y a longtemps que l'épuisement nous aurait gagnés, que nous aurions abandonnés. Mais non, ils sont là, à comprendre notre réalité, et c'est ça aussi la puissance d'un réseau. Depuis maintenant 30 ans, ce réseau de personnes dévouées et professionnelles ne cesse de grandir pour assurer aux personnes victimes d'injustice le soutien nécessaire pour reprendre leur vie. À vous tous, chers collègues, où que vous soyez, un immense merci. Alors, écoutez, je vous avais dit que vers la fin, nous allions vous dévoiler la nouvelle image du réseau. Vous avez donc le nouveau logo, le logo ici que vous voyez du CAVAC. On a ajouté pour célébrer notre anniversaire, dans le fond, le petit 30 ans que vous voyez. Au centre, vraiment, personne victime, et oui, personne victime qui peut être la tête et en bas le socle pour le soutien qu'elle reçoit. Et je vous dirais que ce qui vraiment nous a tenu à cœur depuis quelque temps déjà, c'est vraiment de mettre de l'avant une page Facebook. Et on est vraiment très fiers parce que ce sera une façon vraiment de pouvoir mettre de l'avant l'information sur nos services ou toute information qui pourrait aider les personnes victimes. Donc, la page Facebook est en ligne déjà depuis 1 heure ou 2. Et vous avez donc... ce que vous pouvez remarquer, la page de couverture en haut que vous voyez, c'est en fait issu d'une toile de l'artiste Andréane Rioux, qui est originaire de la Gaspésie. Et cette toile-là est vraiment une œuvre dédiée aux personnes victimes, qui est inspirée du processus de rétablissement des personnes victimes d'actes criminels, à qui des ressources et des services ont permis vraiment de pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques. Merci d'être là. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis la dernière à parler, mais non la moindre. Et je serai brève quand même. Je vais vous parler uniquement. Je pense qu'on a eu beaucoup de super interventions, de gens qui vous ont expliqué le réseau des CAVAC et tout. Moi, je vais uniquement vous parler de l'application CAVAC parce que c'est une initiative du CAVAC de la Montérégie. Ça s'est décidé l'an passé et particulièrement une idée d'Emmanuelle Labrie, une intervenante qui est ici présente en avant. Si tu peux lever ta main, si tu veux. Alors, je tenais à le dire. Parce que c'est une super idée. Après tout, on est en 2018, comme dirait l'autre. Alors voilà, l'application est née d'une initiative, comme je vous dis, de la Montérégie. Et aussi, évidemment, ça s'est fait en collaboration avec d'autres intervenantes, là, et moi et d'autres personnes. Et je voudrais quand même nommer M. Jonathan Lessard, qui n'est pas ici, mais c'est une compagnie de Québec qui s'appelle NextApp. Et Jonathan Lessard est le cofondateur de la compagnie. Puis c'est une belle compagnie avec plein de jeunes talents, alors qui ont évidemment été les développeurs de l'application. Mais évidemment, là, dès le départ, on savait très bien que l'application n'allait pas se limiter au CAVAC de la Montérégie, c'est évident. C'est notre initiative, mais ça va se développer de plus en plus. C'est évident que les autres CAVAC vont l'utiliser parce que les victimes, les proches, les témoins, il y en a partout au Québec, malheureusement. C'est comme ça. Donc, au fond, comme on vous l'a répété tantôt, il y a quand même 17 régions. Il y a pas loin il y a exactement, si je peux, 167 portes où les personnes victimes peuvent aller frapper. Alors, ça fait beaucoup de gens. Alors, si je peux rentrer directement dans le cœur du sujet, je sais pas si on va... Oui, on la voit, l'application. Au fond, ça aussi, c'est en ligne depuis pas très longtemps, aujourd'hui. Je pense que c'est même aujourd'hui qu'on a réussi avec Apple à mettre ça en ligne. Ça a été un petit peu compliqué, mais c'est arrivé. Donc, cœur du sujet, application CAVAC.
Donc voilà, dans le fond, la première chose, quand on ouvre l'application, la première, l'écran de lancement qu'on appelle en français, la première chose qu'on voit, c'est les outils. Parce que dans le fond, si une personne, on va supposer qu'elle peut y aller souvent, on veut pas qu'elle arrive sur l'onglet de localisation. C'est un petit peu plate. Alors, elle va arriver sur les outils. Les outils, mais ce sont toutes sortes de techniques de respiration, techniques de relaxation. Vous pouvez être dans le métro, au bureau et pouvoir faire de la respiration. Vous avez compris ici qu'on parle pas d'incantation au soleil, hein? Ça peut se faire en toute discrétion. C'est vraiment très aidant. J'aurais dû l'utiliser avant de faire mon petit discours, si je serais peut-être un petit peu moins nerveuse. Mais c'est correct. C'est juste un petit discours, mais c'est très aidant. J'ai déjà essayé. C'est des techniques reconnues et qui sont généralement qui apaisent relativement vite quand une anxiété nous monte, puis ça peut être suite à un acte criminel, mais ça peut être suite à beaucoup de choses. Ça, c'est le premier onglet. Ensuite, l'application, évidemment, va vous permettre de savoir où est-ce qu'il y a un CAVAC le plus près de chez vous. Donc, que vous soyez au Nunavik ou que vous soyez à Montréal, Montérégie, vous allez pouvoir vous localiser assez rapidement et pouvoir téléphoner assez rapidement aussi. Ensuite, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un carnet, ce qu'on appelle un carnet virtuel, c'est-à-dire que la personne victime, qui va aller rencontrer son intervenant ou intervenante, elle va pouvoir, dans le fond, parce qu'on le sait, là, généralement, quand on est stressé, les papiers, on les perd. On n'a même pas besoin d'être stressé pour perdre. En tout cas, moi, personnellement, je perds mes papiers. Fait que c'est sûr que si en plus, je suis anxieuse puis je viens de vivre quelque chose de vraiment traumatisant, ben les papiers, non, ils vont prendre le bord. Donc, la personne victime va aller voir son intervenante, elle va pouvoir écrire le nom de... comme là, on ne le voit pas là, mais elle va pouvoir écrire le nom de son intervenante. Mais non seulement ça, mais les dates de cours importantes, mais tous les papiers de cours qu'on a souvent aussi, je pense aux conditions de remise en liberté. Ça, c'est vraiment quelque chose d'anxiogène, puis c'est quelque chose d'important pour la personne victime. Bien, elle va pouvoir... L'intervenante a accès à ces papiers-là. Elle les a dans son bureau. Elle va pouvoir prendre une photo directement avec l'application et ça va se retrouver dans l'application. Donc, tout va être là. Tout va être, dans le fond, au même endroit. Et je pense à ça, mais il y a les ordonnances de probation aussi. Il y a toutes sortes de papiers, les sentences. Tout ça, ça peut être très utile. Aussi, quand il y a des modifications à toutes ces conditions-là, c'est le fun pour la personne victime. Ben, le fun. C'est important, plutôt, pour la personne victime de connaître ça. Et enfin, il y a un onglet qui va permettre de consulter les outils, non seulement les outils, mais je veux dire les vidéos, parce que le réseau des CAVAC fait souvent des vidéos vraiment intéressantes sur ce qu'on peut vivre comme personne victime, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide et tout. Donc, ça va leur permettre d'aller voir ça. Il y a entre autres, il y a le CAVAC Express, qui est le journal trimestriel du CAVAC de la Montérégie, qui va être là, c'est ce qui est en ligne en ce moment, mais vous aurez compris aussi que ça va se bonifier, l'application. Là, c'est vraiment tout nouveau, mais les outils, il va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir du contenu, dans le fond, de l'actualité, du contenu. Et, oui, c'est ça, dans le petit onglet Actualité, on va pouvoir avoir accès au site Facebook, à toute l'actualité tout ça, ça va être interrelié, finalement. Et c'est très nouveau. Alors, voilà, c'est ça l'application. Et on est très, très fiers. C'est belle. Merci, Emmanuel, pour ton idée. Et merci, Jonathan, qui n'est pas ici, pour avoir travaillé avec nous. Merci à tout le monde qui a collaboré, finalement. Merci d'être venu.